Bienvenue à tous. J'ai d'abord à vous présenter les excuses de Christian Buchet qui regrette de ne pas être là pour cette conférence qui est une conférence d'actualité puisque nous sommes juste en achèvement de la 3e programmation pluriannuelle de l'énergie qui est la feuille de route opérationnelle de la France pour les énergies renouvelables et pour le nucléaire. Il y a eu une consultation du public qui s'est terminée. Qui va se terminer le 5 avril, après qu'il y ait eu une concertation entre novembre et décembre avec les professionnels et que le bilan a été fait par les garants de la Commission nationale du débat public. Donc on est vraiment au cœur de l'actualité avec ce sujet. Alors, notre conférencier, Jules Nyssen, vous êtes docteur d'État en économie. Vous travaillez sur le rôle de l'innovation, de la recherche et de la formation dans la croissance économique lors de votre doctorat. Et puis, en 1996, vous êtes professeur des universités en économie. Et pendant 8 ans, vous allez être professeur d'université à Saint-Étienne, puis à Aix-Marseille. Mais dès 1998, vous conseillez le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour suivre la mise en place du volet université-recherche du contrat de plan État-région. Et puis en 2004, vous devenez directeur général des services de la région et 4 ans plus tard, vous occupez les mêmes fonctions à la mairie de Montpellier. Après les élections municipales de 2014, vous devenez avocat, inscrit au barreau de Marseille, et vous créez un cabinet de conseil sur l'interface public-privé. Dans ce cadre, vous supervisez le montage financier et juridique du skipper Quito de Pavan pour son projet de Vendée Globe 2016-2017, ou bien vous êtes président exécutif de l'agence d'architecture Jean Nouvel pour conduire sa restructuration. En 2017, vous revenez à la fonction publique territoriale en rejoignant le Centre national de la fonction publique territoriale comme directeur de la délégation Nord-Pas-de-Calais et vous dirigez dans ce cadre leur institut de formation de Dunkerque. Et puis, en octobre 2018, vous devenez délégué général des régions de France pour représenter ces régions auprès du gouvernement, du Parlement et des instances européennes, poste que vous occupez pendant 4 ans. Mais vous avez envie d'agir face aux enjeux énergétiques du pays et de la planète et de défendre la construction d'une offre énergétique décarbonée, utile pour limiter le réchauffement climatique et incontournable pour se dégager d'une dépendance aux énergies fossiles qui nous laisse entre les mains des USA, de la Russie ou de la Chine. Vous décidez de vous appuyer sur votre riche parcours pour présenter votre candidature à la présidence du syndicat des énergies renouvelables, organisme qui compte plus de 540 adhérents et représente l'ensemble des filières des énergies renouvelables. Le président n'est pas un adhérent pour des raisons de disponibilité de temps et de neutralité vis-à-vis des filières. Vous connaissez bien les collectivités locales avec une expérience de la relation avec les ministères et le Parlement. Votre thèse d'économie d'État portait sur la croissance endogène, théorie qui cherchait à évaluer dans quelles conditions la croissance pouvait s'exonérer des limites physiques de la planète. Vous occupez de défendre les ENR, c'est une forme de ressources aux sources. Vous êtes élu par l'Assemblée générale de juillet 2022 et débutez votre mandat de 3 ans, le 25 octobre 2022. Vous prenez ainsi la suite de Jean-Louis Bal, que nous avons eu le plaisir d'entendre ici en 2014, 3 ans après le début de son premier mandat, puis en 2018. À vous, merci d'être là. Alors je voulais dire, voilà, cette fois-ci ça fonctionne. Merci beaucoup pour cet accueil. Je suis très très content de pouvoir donner cette conférence aujourd'hui. Alors il y a écrit Panorama des énergies marines renouvelables, mais le titre, je crois qui était prévu au programme, c'était sur l'éolien en mer. Rassurez-vous, c'est quand même l'essentiel de mon propos va porter sur l'éolien en mer, mais aussi au préalable peut-être un peu sur la situation énergétique nationale. Alors je vais essayer de me tenir aux 45 minutes qui ont été accordées. Et surtout qu'on essaie de privilégier peut-être un temps d'échange et de questions. Il y a beaucoup d'images sur tout ce diaporama et donc peut-être que si vous le souhaitez, il est possible qu'il soit diffusé. En tout cas, moi, je n'ai pas de droit particulier dessus, donc je vous le laisserai très volontiers. Alors, si je parle comme ça va aller mieux. Non, je vais aller tout près du micro, donc. C'est mieux comme ça ? Bon, mais comme ça, vous m'entendez ? Bien.
Donc je voulais commencer par dire quelques... Ah oui, là je vois que ça change. Dire quelques mots de ce que c'est que le syndicat des énergies renouvelables. J'ai l'honneur de présider. C'est la plus grosse organisation professionnelle dans le monde du renouvelable qui regroupe toutes les filières qui sont listées ici par les petites icônes que vous avez sous les yeux, qui représentent à peu près 566 adhérents, à la fois les grandes majors de l'énergie comme EDF, Engie, Total, quelques majors étrangères comme Iberdrola ou RWE par exemple, et puis également beaucoup de PME, d'entreprises de taille intermédiaire, et puis aussi des bureaux d'études, des cabinets d'avocats et de plus en plus des structures qui émanent du monde des collectivités locales. Le CER, c'est une équipe de 25 permanents, et ce sur quoi j'aimerais insister, c'est qu'il représente l'ensemble du secteur de l'énergie renouvelable et donc pas simplement l'électricité, même si aujourd'hui on va parler surtout d'électricité. C'est un défaut un peu français quand on réfléchit à la question énergétique, de la réduire à la question de l'électricité et du coup de s'enfermer dans un débat un peu stérile entre énergie renouvelable et nucléaire, alors que les enjeux sont beaucoup plus larges, et je vous montrerai tout à l'heure une diapositive qui essaie d'illustrer ce propos. Donc les énergies renouvelables, c'est celles qui, quelque part, ne détruisent pas la matière qui leur permet de fonctionner, si je peux le dire de cette manière. Donc évidemment, c'est l'énergie qu'on tire de l'eau, qu'elle soit liée au courant de l'eau ou à la température de l'eau, l'énergie qui vient du vent, l'énergie qui vient du soleil et tout ce que la Terre peut fournir, à la fois en termes de géothermie, mais aussi de ressources comme les bioénergies. Alors les énergies marines renouvelables, dans tout ça, c'est une famille des énergies renouvelables. La principale, c'est évidemment l'éolien en mer, et c'est ce dont on va surtout parler aujourd'hui. Il y a une deuxième filière qui s'appelle l'hydrolien et qui tire parti des courants de marée, dont je dirai également un mot. Et puis, de façon un peu plus rapide, à la fin de mon propos, je vous dirai un petit mot de l'énergie holomotrice, de l'énergie osmotique et de ce qu'on appelle le SWAC, qui est Sea Water Air Conditioning, qui est une façon de tirer parti des différences thermiques entre la température de l'eau et la température de l'air. Peut-être aussi quelques mots pour dire que les énergies marines renouvelables, et en particulier l'éolien en mer, constituent une filière qui prend beaucoup de place dans le pays et qui croît à grande vitesse. Les chiffres qui sont affichés là sont ceux qui sont publiés par un observatoire qui fait un état des lieux annuel du nombre d'emplois et des niveaux d'investissement. Peut-être que ce qu'on peut retenir, c'est en 2023, 8300 emplois comptabilisés dans la filière, 11% de plus que l'année précédente, c'est presque 1000 emplois de plus chaque année. Ce qui est loin d'être négligeable, c'est l'équivalent d'une usine en fait, qu'on ouvrirait chaque année. C'est 3,5 milliards de chiffre d'affaires en forte hausse, et puis de l'électricité produite de plus en plus. Vous voyez quand même une répartition, évidemment, sur les façades maritimes, et en particulier la Normandie, les Pays de la Loire et demain la Bretagne sont les zones privilégiées. Et puis, il y a sans doute aussi des développements qui auront lieu en Méditerranée, même si c'est moins facile à exploiter. Alors, avant de rentrer dans l'état des lieux de cette question de l'éolien en mer, peut-être vous dire un mot du mix énergétique, parce que sinon on ne comprend pas très bien pourquoi on fait tout ça. Si on produit de l'énergie renouvelable, de l'énergie décarbonée, c'est bien pour répondre à un enjeu. Cet enjeu, historiquement, c'est celui qui a fait l'objet d'un traité, l'accord de Paris, qui vise à atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc la motivation initiale est une motivation lié à la question climatique, et l'objectif est d'essayer de non pas annuler complètement les émissions brutes de CO2, mais faire en tout cas en sorte que la globalité des gaz à effet de serre puisse être compensée, et que en tout cas en matière de CO2 il y ait zéro émission nette. Alors c'est là qu'on voit la question de l'énergie qui ne se résume pas simplement à la question de l'électricité. Le graphique que vous avez sous les yeux est tiré de l'étude qui s'appelle Futur énergétique, qui a été publiée par RTE en 2019 et puis mise à jour déjà à 2 reprises. Le graphique de gauche, ça, le disque de gauche plutôt représente, et c'est proportionnel à sa taille, la consommation d'énergie en 2021. C'est 1600 TWh. Et sa décomposition entre l'électricité, ce qui est en bleu clair, 27%, les énergies fossiles, 58%, et les autres énergies qui ne sont ni électriques ni fossiles et qui sont donc des ENR non électriques qui représentent 15%. Donc le premier constat que je voudrais faire, c'est que l'électricité, aujourd'hui, parce que ces chiffres n'ont pas beaucoup évolué, c'est à peine plus du quart de la consommation finale d'énergie. Et donc l'électricité à elle seule ne résume pas la problématique énergétique.
Ce qui la résume, par contre, c'est les 58% de fossiles, mais j'y reviendrai dans un instant. Pour arriver à la neutralité carbone, le travail qu'a conduit RTE amène à essayer d'élaborer une cible à l'horizon 2050. Et ce qu'il faut retenir, c'est que pour atteindre cette cible, on peut discuter des chemins pour y aller, mais grosso modo, il y a 3 grands leviers d'action. Le premier qu'on oublie souvent dans la discussion, c'est celui de la sobriété. Sobriété, ça ne veut pas forcément dire décroissance, mais ça peut vouloir dire être plus efficace dans la façon dont on consomme de l'énergie. L'effort de sobriété à faire, il est considérable puisque la différence de surface entre les deux disques représente une baisse de 40 à 50%. Il s'agit de passer de 1600 à 900 TWh d'énergie. Donc il y a un premier challenge à ce niveau-là. Et par exemple, quand on parle de la consommation électrique qui pourrait être générée par l'intelligence artificielle et par les serveurs qui alimentent cette intelligence artificielle, ça, c'est pas du tout de la sobriété, ça va dans l'autre sens. Je ne fais pas une critique, mais je veux dire que c'est une électrification d'un usage nouveau et pas un transfert d'un usage fossile vers un usage électrique. Donc ça, c'est la sobriété. Ensuite, pour arriver à la neutralité carbone, l'idéal serait d'arriver à électrifier la plupart des usages énergétiques. D'après les travaux qui ont été conduits par RTE, il paraît difficile d'aller au-delà de 56%, mettons peut-être 60% des usages énergétiques qui pourraient être satisfaits par l'électricité. Et puis, il faut aussi que cette électricité soit entièrement décarbonée. Pour l'instant, c'est quasiment le cas en France. Donc, ça veut dire qu'il reste 41% des consommations énergétiques qui relèvent d'autre chose que des énergies renouvelables. Et c'est donc le troisième message. Donc, les trois leviers, c'est 1, la sobriété, 2, l'électrification, et 3, la recherche d'autres ressources énergétiques, principalement liées aux bioénergies, même s'il y a d'autres ressources, pour compléter le mix énergétique en 2050. Donc, il n'y a rien qui est simple dans tout ça. Aucun de ces 3 leviers n'est facile et immédiat. Alors si on se concentre sur le levier de l'électrification, maintenant, j'utilise cette diapo parce que je trouve que l'image est un peu parlante, c'est qu'on s'aperçoit que dans la situation actuelle, et puis entre le moment où ces diaporamas étaient préparés et au moment où on parle, il y a encore eu des évolutions, il y en a presque tous les jours en ce moment. La situation nouvelle, c'est que quand on regarde la question énergétique du point de vue européen, on s'aperçoit que la dépendance aux énergies fossiles, outre qu'elle pose un problème d'émissions de gaz à effet de serre, elle pose aussi et surtout, j'allais dire, un problème de dépendance. Parce qu'au fond, il faut bien les acheter quelque part, ces énergies fossiles, compte tenu du fait qu'en Europe, pratiquement aucun pays n'en dispose dans son sous-sol, n'en exploite et n'en produit. Or, c'est aujourd'hui 60% de la consommation d'énergie. Et c'est à peu près la même proportion dans tous les pays de l'Union européenne. Donc la dépendance de l'Europe aux fossiles est un vrai problème. À l'époque où les pays qui produisaient les fossiles étaient dépendants de leurs clients pour assurer leur développement, vous pouvez imaginer qu'il y avait une certaine forme d'équilibre qui s'est installée naturellement. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait le cas. Et notamment des pays comme les États-Unis, la Russie et la Chine sont des pays qui sont devenus autonomes en énergie, surtout qu'un certain nombre d'entre eux, et c'est le cas récemment, c'est qui n'était pas le cas sous l'administration précédente des États-Unis, qui, ne se préoccupant pas des émissions de CO2, considèrent que leurs ressources, notamment en gaz de schiste, leur permet d'asseoir leur autonomie. Il se trouve que comme à l'issue au moment de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les approvisionnements européens en gaz ont beaucoup basculé vers les États-Unis, avec un double effet. D'abord, de se mettre à consommer du GNL qui est plus cher, plus compliqué à produire, puisqu'il faut le congeler pour le transporter et le décongeler pour l'utiliser quand il arrive en Europe. Et puis en plus, il est extrait par fragmentation, c'est du gaz de schiste pour l'essentiel. Donc ça pose un premier problème de ce point de vue. Et puis ça en pose surtout un second, c'est qu'aujourd'hui, ça devient un instrument de chantage dans la guerre commerciale et économique qui est la nôtre. Je suis désolé d'avoir passé un petit peu de temps là-dessus, mais je voulais poser ça au départ parce que la question énergétique en Europe, c'est devenu une question de souveraineté. Je pense que la Commission européenne l'a bien compris et c'est ce qu'on retrouve en filigrane derrière un certain nombre de documents. Alors certains sont plus anciens que ce constat, d'autres ils sont arrivés après. Mais ce qu'il s'agit de bâtir, et je voulais faire un petit clin d'œil ici à fameuse nouvelle frontière qui avait été mise en avant dans un discours célèbre du président Kennedy. Au fond, maintenant, ce que nous devons construire, nous, Européens, c'est en fond la nouvelle frontière d'une Europe, puissance économique, capable de bâtir sa compétitivité sur la décarbonation, parce que la décarbonation, c'est la clé de son indépendance. Donc, ça veut dire essayer de réduire les émissions de gaz à effet de serre, essayer de transformer nos systèmes productifs. Tout ça dans un monde qui est assez concurrentiel, c'est compliqué. Ça pose la question de la politique industrielle et surtout de la politique commerciale. Ça pose la question des droits de douane.
Je crois que la période de l'OMC toute puissante est un peu derrière nous. Je ne suis pas certain que nos amis chinois respectent toutes ces règles de l'OMC. Et les Américains, c'est assez clair que depuis quelques temps, ne les respectent plus du tout. Donc l'Europe ne peut pas rester dans cette situation. Donc il y a quelque chose à construire autour de ça. Et l'enjeu de tout débat de l'énergie doit s'inscrire dans ce constat. Alors la France, dans tout ça, a bien des atouts. Et dans un pays qui aime bien se lamenter et considérer que les choses vont mal, en fait, on pourrait considérer qu'on a quelques atouts, notamment si on veut bien prendre en considération que l'électricité est sans doute le vecteur essentiel de la décarbonation, même si ça n'est pas le seul. Nos atouts, c'est au fond le parc nucléaire, alors je suis bien président d'un syndicat d'énergie renouvelable, mais je commence délibérément par ça, parc nucléaire qui a été bâti à la suite du plan Messmer, qui est largement amorti, qui a été financé par le contribuable français et qui permet à la France d'avoir encore pour pas mal d'années devant elle une production d'électricité qui est quasiment totalement décarbonée. C'est quelques pourcentages de l'électricité qui aujourd'hui s'appuie sur des ressources fossiles et c'est extrêmement marginal puisque le nucléaire associé à l'hydroélectricité et maintenant au déploiement des énergies renouvelables assure 95% voire un peu plus de la production d'électricité. Et par ailleurs, au-delà de ce parc nucléaire, comme la France est en retard sur ses voisins européens en matière de développement des ENR électriques, il y a un potentiel de développement qui est important. Donc une fois qu'on a dit tout ça, on se retrouve placé à un carrefour qui consiste à se dire qu'est-ce que je fais de cet état des lieux aujourd'hui? Est-ce que je me sers de cette électricité abondante et décarbonée pour être un pays pionnier de la décarbonation, pour également jouer un rôle de pivot à l'échelle européenne en permettant d'alimenter les voisins européens de la France en électricité décarbonée? Ou bien est-ce qu'à court terme, je me dis, ben oui, mais il y a un problème quand même de demande d'électricité, l'électrification, elle ne va pas de soi, et j'ai un peu trop d'électricité et il faudrait mettre un petit peu le pied sur le frein. Ça, c'est exactement le débat du moment. C'est le débat qui est au cœur de la programmation pluriannuelle de l'énergie, et c'est le moment où il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper parce que quand on cherche à déployer des capacités de production d'énergie et en l'espèce d'électricité, ce n'est pas pour demain matin, ce n'est pas pour le trimestre qui vient. Ce sont des capacités qui se mettront en place lentement. Même les filières qui vont le plus rapidement, comme l'énergie solaire, mettent plusieurs années à se déployer. Et celle qui met le plus de temps, qui est le nucléaire, c'est au moins 15 ans pour construire une nouvelle centrale. Donc les décisions qu'on prend aujourd'hui sur la capacité ne peuvent pas être prises sur la base de la considération de la demande d'électricité au moment où on parle. Elles doivent être prises sur la base de l'anticipation qu'on fait de la consommation d'électricité liée à une stratégie de décarbonation. Et on a parfois tendance à perdre un petit peu de vue cette dimension. Alors, c'est un peu provocateur de parler d'électricité comme étant le pétrole français, mais je voulais quand même montrer cette image qui, les couleurs représentent le degré de contenu carbone de la production électrique à l'échelle mondiale et puis à l'échelle européenne. Et vous pouvez accéder au site qui fait ça assez facilement. Ça marche en temps réel, on peut le faire au pas horaire. Et on voit que quelle que soit l'heure de la journée, la France reste toujours en vert. Alors c'est plus ou moins foncé, mais c'est toujours vert. Les pays autour d'elle, par contre, varient beaucoup. Et puis ce qu'on constate, je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, mais il y a des petites flèches qui permettent de mesurer les exportations d'électricité. Et donc la France est un pays qui exporte de l'électricité auprès de ses voisins. Ça a rapporté 5 milliards d'euros à la balance commerciale l'année dernière. Ça amène à se poser la question, y a-t-il trop d'électricité en France? Et là, j'ai envie de répondre tout de suite que peut-être que ça pose un problème à un instant T d'avoir trop d'électricité, mais ça en pose sûrement moins que d'en avoir pas assez. Et puis on a une expérience assez récente parce qu'il ne faut pas remonter très loin en arrière, simplement 2022 pour se souvenir de la situation qui a été créée par la conjonction de la crise en Ukraine et des incidents qui sont survenus sur le parc nucléaire avec la corrosion sous contrainte et qui ont réduit fortement la production du parc nucléaire. Je le disais tout à l'heure, ces exportations d'électricité ont représenté 5 milliards d'euros. Et puis, si l'objectif, c'est d'essayer d'électrifier le plus possible des usages, on peut aussi se dire que plus il y a d'offres par rapport à la demande, plus ça devrait faire baisser les prix. Et que ça devrait être bon pour faire des bascules d'usage du fossile vers l'électricité. Alors évidemment, le problème, comme dans tous les sujets énergétiques, c'est que si le prix diminue, ça pose un problème de financement des investissements. Ça pose un problème de financement des investissements, qu'ils soient nucléaires, éoliens, solaires, toutes les capacités. Donc en fait, l'autre croisée des chemins aujourd'hui, c'est de savoir quels sont les moyens qu'on est prêt à mettre en place pour assurer cette décarbonation et cette électrification. Est-ce que ça passe par un soutien à la demande? C'est-à-dire, est-ce que j'aide les consommateurs à acquérir une électricité qui reste à un niveau suffisamment élevé pour pouvoir financer les investissements nécessaires à sa production? Ou est-ce qu'au contraire, je soutiens la production pour continuer à faire baisser les prix
Voilà, c'est des débats qui ne sont pas totalement tranchés, mais c'est ce qui se passe, en ce moment. Et dans tous les cas, la certitude, c'est qu'il nous faudra plus d'électricité. Alors, plus d'électricité, mais quelle électricité? Ce graphique, qui est très très simplifié, qui montre l'évolution du mix énergétique, c'est-à-dire la composition de notre consommation d'énergie en 2020, c'est la partie du bas, en 2030 c'est une projection, c'est au milieu, et en 2035 c'est tout en haut. Et les flèches représentent les différentes, les grandes composantes de ce mix énergétique. Tout à fait à droite, la flèche jaune, c'est les fossiles, et c'est ça qu'il faut arriver à éliminer de la consommation finale d'énergie. Et sur la partie gauche, en orange sont les ENR électriques, et en gris, c'est les ENR non électriques. Et puis au milieu, c'est le nucléaire. Je voulais représenter ça comme ça pour montrer que le parc nucléaire ne répond pas à la question de l'électrification dans l'échéance de la prochaine PPE. À l'horizon 2035, il n'y a pas un réacteur neuf mis en service qui rajoutera des électrons dans le réseau, quelles que soient les décisions qu'on prend aujourd'hui. Donc de nouveau, ce n'est pas du tout une critique que je fais, c'est juste un constat temporel. Et donc si d'ici 2035, ce qui est à la fois très près de nous et en même temps assez loin, on veut réussir cette décarbonation, eh bien, c'est les ENR électriques qui amènent la réponse et le complément par des ENR non électriques. Sinon, ce sont les fossiles. Tout ce qu'on ne fera pas avec les flèches de gauche, c'est la flèche de droite qui le récupérera. Alors maintenant, j'en viens à ce qui était le sujet de cette conférence et qui est l'éolien en mer. Alors là, j'ai presque honte de présenter ça, mais enfin, vous pourrez le retrouver facilement dans les documents de RTE. Ce sont les différents scénarios qui ont été élaborés par RTE pour arriver à ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire la neutralité carbone en 2050. Ce qui est intéressant de regarder dans ce tableau, c'est la partie qui est entourée en bleu et en gras, à peu près au milieu, où il y a des x11, x18, x22. Ça, ce sont les chiffres projetés par RTE sur les besoins de développement des capacités de production par l'éolien en mer, quels que soient les scénarios. Le scénario N03, dans les travaux d'RTE, c'est celui où il y a le plus de nucléaire. C'est-à-dire celui où on prévoit, d'ici 2050, d'avoir construit 14 EPR. Aujourd'hui, l'idée, c'est d'en faire 6, peut-être 8 à suivre. Donc là, c'est l'hypothèse où il y aurait 14 EPR accordés au réseau. Il faudrait malgré tout mettre 22 gigawatts d'éolien en mer en plus, qui fait à peu près x11 par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Et puis, quand vous allez vers la droite, eh bien, on augmente la nécessité d'avoir de l'électricité éolien en mer, x18, x22. Donc aujourd'hui, la cible, je vais y revenir, c'est ce qui correspond au scénario N1, M1, c'est-à-dire une cible d'éolien en mer autour de 45 gigawatts qui est compatible avec, à minima, 6 réacteurs nucléaires nouveaux et peut-être plus par la suite. Donc là, l'idée, c'était simplement de dire que cet éolien en mer, c'est une composante tout à fait fondamentale à moyen terme de notre capacité à produire de l'électricité en quantité. Alors pourquoi est-ce que l'éolien en mer présente tous ces avantages? D'abord parce que en mer, il y a plus de vent qu'à terre et c'est surtout plus régulier, plus prévisible. Le vent est plus stable et plus il y a de vent, plus la puissance augmente. Elle augmente au cube de la vitesse du vent, donc on fait des gains extrêmement importants rapidement. Ensuite, parce que les proportions de l'espace marin permettent d'installer des très grandes machines. Je vous ai donné un chiffre, une éolienne de 8 MW qui commence à être un peu ancienne, mais c'est ce qui existe aujourd'hui sur les parcs, correspond à la consommation électrique d'environ 10 000 habitants. Ça fait des parcs de grande capacité qui sont donc des injections assez centralisées sur le réseau, ce qui simplifie la tâche du gestionnaire de réseau. Et du coup, c'est assez complémentaire à ce qu'on peut faire à terre. Alors, un potentiel et quelques données techniques. La carte qui figure en bas à droite est une carte des vents à l'échelle européenne et on voit que plus c'est foncé, plus il y a de vent, donc il y a évidemment un potentiel en Méditerranée. Et puis c'est surtout le secteur autour de la Bretagne et de la Manche chez nous qui est favorable au développement de l'éolien en mer. C'est pour ça que vous verrez tout à l'heure une concentration des projets de développement, en particulier dans ces zones. On estime le potentiel à l'échelle européenne, c'est ce qui figure en haut à droite dans ce graphique, autour de 80 gigawatts sur l'éolien posé et 140 gigawatts sur l'éolien en mer flottant. Donc il y a vraiment de quoi faire dans un délai récent. Qu'est-ce qu'on peut dire au plan technique? Qu'il y a une évolution rapide de la taille des machines. Aujourd'hui, les parcs en service ont des machines entre 6 et 8 gigawatts. La prévision pour 2030, au moment où on faisait ce diaporama, c'était autour de 20 mégawatts l'éolienne.
Et puis récemment, il y a des coupures de presse que j'ai mis ici, on s'est aperçu que à la fois Siemens Gamesa et un fabricant chinois qui s'appelle Mingyang sont en train de tester des éoliennes de 22 MW. Évidemment, plus c'est gros, plus ça produit et plus ça rentabilise un parc, puisqu'il y a besoin de mettre moins de machines pour produire la même quantité d'électricité. Pour vous donner quelques ordres de grandeur, pour faire la production d'une centrale nucléaire classique, c'est les centrales de 950 MW, celles qui sont les plus répandues en France, il faut 2 parcs éoliens de 1 gigawatt. Saint-Nazaire, aujourd'hui, c'est un demi-gigawatt, donc ça veut dire 4 fois Saint-Nazaire, et pour avoir la production, hein, pas la puissance, mais la production d'énergie d'une centrale nucléaire. Vous avez les données en dessous, sur lesquelles on pourra revenir tout à l'heure. Je continue dans les données techniques, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur tout ça qui ne sont pas tout à fait exactes. Ce que vous avez sur le graphique avec les 2 courbes, c'est la courbe de puissance d'une éolienne. Elle démarre à partir de 10 km/h de vent, et puis elle fonctionne à plein régime à partir de 45 km/h, et ça jusqu'à environ 90 km/h de vent, après quoi on les arrête pour des raisons de sécurité, parce que ça pourrait continuer. Et la différence entre la courbe bleue et la courbe rouge, c'est simplement le fait que si vous avez une éolienne toute seule, évidemment, passer 90 km/h de vent, elle s'arrête. Si vous en avez plusieurs, on peut utiliser des effets de sillage, et ça permet de lisser la chute de la production du parc. La disponibilité d'une éolienne, c'est entre 90 et 98% du temps. Et son facteur de charge, c'est-à-dire ce qu'elle produit effectivement par rapport à ce qu'elle pourrait produire si elle fonctionnait en permanence au maximum de ses capacités, c'est 40%. Sur les centrales nucléaires, on est à 70% parce qu'elles doivent être arrêtées de temps en temps pour des recharges et puis des opérations de grand carénage. Toujours pour faire un petit peu de technique, il y a 2 catégories d'éoliennes, celles qui sont posées et celles qui sont flottantes. Les éoliennes posées, c'est une technologie qui est assez maîtrisée, qui est assez industrialisée puisqu'elle est répandue à peu près partout dans le monde, elle est compétitive et elle est utilisable jusqu'à 60, parfois 70 mètres, ça dépend un peu de la nature des sols, avec 3 grandes catégories de fondations, soit des fondations gravitaires, c'est ce qui existe à Fécamp, c'est assez impressionnant d'ailleurs, donc elles sont posées et elles tiennent uniquement par le poids de la fondation, soit des fondations jacket qui sont des espèces de constructions métalliques qui sont représentées ici, qui sont ancrées dans le sol, ou alors le monopieux qui est une manière de creuser et d'installer l'éolienne dans un trou, si je peux le simplifier de cette manière, et tout ça dépend de la nature des sols. Et puis après, il y a les éoliennes flottantes, qui sont une technologie beaucoup plus innovante, beaucoup plus neuve, qui est issue de ce qu'on appelle Oil and Gas, ONG, avec une petite différence, c'est que quand on veut faire tenir une plateforme pétrolière flottante, elle est en général assez seule dans son environnement. Là, faire un champ d'éoliennes flottantes, c'est plusieurs éoliennes les unes à côté des autres avec des sujets de câbles pour les maintenir. Donc tout ça est faisable, mais tout ça n'est pas encore totalement mûr et c'est une technologie qui est réellement en construction et qui est donc, on le verra tout à l'heure, plus chère. L'éolien en mer dans la stratégie française énergie-climat, eh bien, c'est un objectif de faire 18 gigawatts en 2035 et d'arriver à 45 gigawatts à 2050. C'est un effort qui est considérable. 18 gigawatts en 2035, ça produira 78 TWh, soit à peu près la production de 12 réacteurs nucléaires classiques. Donc vous voyez que ce n'est pas du tout négligeable. Ceci correspond à ce qui se passe à l'échelle européenne. La cible 2030 pour l'Union européenne, c'est 425 gigawatts d'éolien. La partie bleu foncé, c'est l'éolien terrestre. Donc vous voyez que ça augmente, mais pas énormément au fil du temps. Le développement de l'éolien à l'échelle européenne, c'est vraiment le bleu clair, c'est-à-dire l'éolien en mer. Les principaux pays concernés par des façades maritimes se sont réunis à Ostende en 2023 pour une déclaration qui a conduit ces pays à s'accorder sur des cibles que vous avez dans le tableau de droite, 120 gigawatts en 2030, 300 gigawatts en 2050. C'est tout à fait considérable. La France est raisonnablement placée dans tout ça. Vous voyez que les cibles, notamment au Royaume-Uni, en Allemagne ou aux Pays-Bas, sont assez élevées par rapport à ce qu'on fait chez nous. Quelques mots sur les parcs existants. J'ai bien conscience que cette carte, telle qu'elle est parfois un peu compliquée à lire.
on a déjà 2 PPE qui ont permis de programmer le développement de l'éolien en mer. Et tous les sites qui sont indiqués ici sont des sites sur lesquels les parcs sont en service, en construction, en développement ou en appel d'offres. Mais si je m'arrête à la PPE numéro 2, la PPE dont vous avez parlé tout à l'heure et qui est en consultation, c'est la numéro 3. Si je m'arrête à la PPE 2, je m'arrête à cette carte-là. Sur cette carte-là, il ne reste plus que 3 appels d'offres. Un pour attribuer l'exploitant, pour choisir l'exploitant du parc qui aura lieu à Oléron. Un autre pour un parc qui va compléter un qui a déjà été attribué dans le centre de la Manche. Et enfin, là-haut, numéro 9, qui concerne des extensions sur des parcs déjà existants. Tout ça, ça représente à peu près 7,8 gigawatts qui seront installés. Et donc, il faut en rajouter une dizaine pour arriver à l'objectif d'ici 2035. J'ai mis les attributaires de ces appels d'offres sur le graphique. Donc EDF est le consortium qui a remporté le plus d'appels d'offres. Engie, associé avec Énergie du Portugal, s'appelle Ocean Wind. On a remporté un certain nombre aussi. Et puis, notons que Iberdrola a eu le parc de Saint-Brieuc et une entreprise allemande avec un consortium belge, BayWa, pour le Sud-Bretagne. Là-dedans, il y a 2 parcs flottants, la Méditerranée et le Sud-Bretagne. Tout le reste, c'est du posé. Donc, en gros, là, tout ce qui est vert, c'était ce qui était le plus facile à faire. La suite, c'est ce qui a occupé pas mal de temps l'année dernière autour d'un grand débat public qui s'est appelé La mer en débat et qui a consisté à travailler à un nouveau zonage pour regarder comment on pouvait continuer à déployer de l'éolien en mer. Et donc, vous avez sur cette carte les zones qui ont été imaginées. Alors, il faut là distinguer celles qui sont en tout petit, qui sont orange avec un petit contour jaune, et qui sont celles qui vont concerner le prochain appel d'offres. Et puis, il y a d'autres zones, notamment les zones vertes, qui se trouvent très à l'ouest, et qui sont des zones de développement futur de l'éolien en mer. Donc, vous voyez qu'il y a des projections, notamment vraiment ce qui s'appelle ici Bretagne Grand Large. On est quand même très loin des côtes. Donc c'est des paris technologiques sur la capacité qu'on aura d'ici 2050 à aller installer des parcs éoliens en mer dans des zones aussi éloignées. En tous les cas, le travail de la mer en débat a permis d'identifier des zones pour lancer le 10e appel d'offres, c'est-à-dire le premier de la nouvelle PPE. Ce 10e appel d'offres, normalement, devrait concerner les 4 façades maritimes françaises simultanément pour un total de 9 gigawatts. Donc, 2 parcs éoliens en Manche, c'est là où il y a le plus gros potentiel et avec une technologie posée, ça s'appelle Fécamp Grand Large, c'est tout en haut. Une zone en Bretagne qui s'appelle Bretagne Nord-Ouest mais qui n'est pas tout à fait définie et où on a beaucoup de conflits d'usage parce que la partie est de cette zone accueille et héberge une des plus grandes colonies d'Europe de flou de bassin, donc il paraît assez peu envisageable d'y mettre des éoliennes en mer. Et la partie gauche est une zone de pêche et en plus qui est traversée par Brittany Ferry et les liaisons maritimes avec l'Angleterre. Donc il y a des discussions en cours pour trouver une bonne solution. Un parc dans le golfe de Gascogne et puis un parc dans le golfe du Lion. L'idée est que cet appel d'offres puisse être lancé avant l'été et faire l'objet d'une attribution avant la fin de l'année 2026. C'est la condition sine qua non pour arriver à l'objectif d'avoir les 18 gigawatts connectés en 2035. Alors tout ça, ça a un coût, et je voudrais en parler 2 minutes. Alors je ne sais pas du tout quel est votre niveau de familiarité avec la formation des prix sur le marché de l'électricité. Vous avez dû entendre parler de quelque chose qui s'appelle le merit order, et qui fait que sur le marché spot, en tout cas, c'est-à-dire le marché de court terme de l'électricité, le prix s'établit en fonction du coût marginal de la dernière unité de production qui est appelée par ordre croissant de coût. C'est ce qui fait que on s'étonne parfois en France de payer l'électricité chère parce que le gaz est cher, alors qu'on a l'électricité fabriquée par les centrales nucléaires qui n'est pas chère du tout. Alors pour les particuliers, en tout cas ceux qui sont aux tarifs réglementés, c'est pas un sujet puisque de toute façon eux bénéficient d'une allocation de nucléaire historique. Mais voilà, ça c'est le fonctionnement du marché de l'électricité. Je voulais juste faire remarquer que les énergies renouvelables électriques sont celles dont le coût marginal est le plus faible. C'est pour ça qu'elles sont appelées en premier sur le réseau. Ensuite, c'est l'hydroélectricité. Ensuite, c'est le nucléaire, avec des difficultés à moduler sa production. Et puis après, c'est les centrales au gaz, au charbon, et puis au fioul, si on monte, et c'est de plus en plus cher. Alors,
dans ce cadre-là, comment est-ce qu'on fait pour garantir à des producteurs d'énergie renouvelable qui pourront financer des investissements conséquents? Les parcs éoliens en mer, on parle de quelque chose qui tourne entre 2 milliards, 2 milliards et demi d'euros d'investissement sur 20 ans, avec un prix qui peut être aussi fluctuant. Le principe qui est retenu en France depuis longtemps et qui est développé maintenant à l'échelle européenne, c'est d'offrir une garantie de prix aux producteurs. Jusqu'en 2016, cette garantie de prix, c'était juste un tarif d'achat. Et donc l'État disait aux producteurs, moi je vous achète votre électricité à tel prix, quoi qu'il arrive. Depuis 2016, le système a changé et on demande aux candidats, enfin aux gens qui veulent construire des parcs éoliens en mer, de répondre à un appel d'offres et de dire le prix qu'ils pensent pouvoir obtenir. Et l'État leur garantira ce prix, mais c'est à eux de vendre l'électricité sur le marché. S'ils la vendent à un prix supérieur au prix du marché, ils vont faire un gain. Et à ce moment-là, l'État va rembourser, plus exactement, je devrais dire autrement, si le prix du marché est supérieur au prix auquel le candidat a remporté l'appel d'offres, il y a un gain, et ce gain est reversé à l'État. Par contre, si le prix du marché est plus faible que le coût de production, c'est l'État qui subventionne le producteur. Alors ce système-là, il peut rapporter de l'argent dans les caisses de l'État à partir du moment où le coût de production a suffisamment diminué pour que le système soit compétitif. Alors, qu'est-ce qu'il en est des coûts de production? Je vous ai indiqué en haut à gauche les prix des différents parcs. Alors, il faut bien avoir en tête, c'est une filière qui a démarré dans les années, il y a un peu plus de 10 ans, et qui a donc fait beaucoup de progrès. Donc, les premiers parcs ont été attribués autour de 143 € du mégawattheure. C'est descendu à 134. Et à partir du troisième appel d'offres, qui est le premier qui a utilisé le système du complément de rémunération, le prix est descendu à 44 € du mégawattheure. C'était pour Dunkerque. Ensuite, en Centre-Manche, c'est 45. Et puis après, il y a les deux appels d'offres flottants en Bretagne et en Méditerranée, où là, c'est plus cher parce que la technologie est plus complexe. On est entre 86 et 92 € du mégawattheure. Mais à 44 et 45, en fait, c'est des parcs qui garantissent, compte tenu du prix de l'électricité aujourd'hui qui est autour de 70, ça garantit une rente en fait. Les producteurs payeront pour produire leur électricité. Et c'est un mécanisme qui crée un amortissement important en cas de forte hausse des prix, puisque au fond ça permet de rembourser à l'État tout le profit qui pourrait être lié à l'augmentation des prix. Alors ces prix-là ne tiennent pas compte des coûts du raccordement, donc je voulais aussi en dire un petit mot. Je vous ai mis en dessous pour la PPE numéro 2 et celle à venir numéro 3, l'estimation du réseau de transport d'électricité, c'est qu'on est autour de 95 € tout compris, démantèlement, raccordement, etc. pour l'éolien posé et à peu près 125 pour le flottant. Voilà, c'est à mettre en rapport du prix de production d'électricité estimé pour les autres filières, en particulier la filière nucléaire. Et ça montre que tout ça, dans tous les cas, aura malgré tout un coût qu'il va falloir arriver à financer d'une manière ou d'une autre. Je vous ai parlé également de raccordement. Je voudrais peut-être juste en dire un petit mot supplémentaire sur ce que RTE a présenté dans son schéma de développement décennal des réseaux. Là, ça concerne tous les sujets électriques, en tout cas le tableau qui est en haut à droite, qui compare les investissements prévus dans les différents pays de l'Union européenne. La partie bleu foncé, c'est les renforcements du réseau tout usage. La partie bleu clair, c'est ce qui est lié à l'éolien en mer. Si on compare avec l'Allemagne, vous voyez que les besoins d'investissement dans le réseau sont extrêmement plus élevés qu'en France, en Angleterre également, et même dans un pays comme les Pays-Bas, surtout si on le rapporte à la population. Donc nous, on a la chance d'avoir un réseau de transport d'électricité qui est assez performant et sur lequel on peut intégrer des ENR sans trop de difficultés. Pour ce qui concerne uniquement l'offshore, l'investissement prévu par RTE pour faire le raccordement d'ici 2040, tout ce que je viens de décrire, c'est 37 milliards d'euros, dont 50% de retombées sur le territoire national, avec d'abord la fabrication des sous-stations. Aujourd'hui, elles sont faites par les chantiers de l'Atlantique. C'est une business unit qui est devenue très performante. Et puis également, le projet d'RTE est de faciliter l'installation d'une usine de fabrication de câbles sous-marins sur le territoire national. Le tableau, le graphique qui est en bas, décrit les différentes manières de présenter le programme d'investissement global dans les réseaux. C'était simplement pour dire que là-dessus, la part du raccordement de l'éolien en mer ne représente qu'à peu près un tiers des 100 milliards. Le reste, c'est le renforcement du réseau, la résilience, ce genre de choses.
Ça, c'est une petite répartition des coûts pour dire simplement que dans un projet éolien en mer, ce qui coûte le plus cher, c'est l'investissement. Le fonctionnement est assez faible et c'est ce qui fait que le coût marginal est extrêmement faible. On ne peut pas parler d'éolien en mer sans parler d'industrie. C'est un sujet majeur. La France détient 4 des 12 usines actuellement en fonctionnement dans l'Union européenne pour l'assemblage et la construction des nacelles et des pales. À quoi il faut ajouter les chantiers de l'Atlantique, je l'ai dit tout à l'heure, pour la fabrication des sous-stations électriques en mer. C'est un atout. Ces usines se sont installées là au moment de la PPE1 et de la PPE2 parce qu'il y avait une perspective. Et maintenant, la question qui se pose, c'est comment on fait pour qu'elles restent ici avec les perspectives offertes par la prochaine programmation pluriannuelle de l'énergie. Et là, la question, elle renvoie à ce que j'ai dit tout au début. Comment fait-on pour à la fois essayer d'avoir l'électricité la moins chère possible grâce à ces parcs et en même temps éviter, si j'ose dire, de faire entrer le loup dans la bergerie et finalement faire appel à des turbiniers chinois qui auront peut-être des produits à proposer plus puissants et moins chers. C'est là que revient en jeu la question de la politique industrielle à l'échelle européenne par un règlement qui s'appelle Net Zero Industry Act et qui autorise les États membres dans les procédures d'appel d'offres à mettre en place des critères de préférence européenne. Alors malheureusement, ce n'est pas aussi clair que ça, on pourra en discuter tout à l'heure. Mais en tout cas, ça permet d'essayer de consolider la part européenne et la part locale des chaînes de valeur. Pour la France, c'est un enjeu très important et sur lequel on travaille avec le gouvernement, avec lequel on n'est pas toujours d'accord, mais sur ce sujet-là, on a toujours été très très alignés parce que les 8000 emplois que j'évoquais tout à l'heure, il y en a beaucoup qui sont dans ces usines et il faut qu'on soit très attentif. En ce moment, on a de l'inquiétude avec l'usine General Electric de Saint-Nazaire parce que le groupe General Electric, à l'échelle mondiale, est en train de se réorganiser, qu'on n'est pas certain que cette usine va perdurer. Elle a déjà commencé à réduire son activité. Mais d'un autre côté, les investissements offshore aux États-Unis, pour l'instant, sont un peu gelés compte tenu des décisions qui ont été prises par l'administration Trump. Donc si on est un peu optimiste, on peut se dire que ceux qui veulent faire de l'offshore, c'est en Europe qu'ils le feront. Parce qu'à l'ambition française, il y a également l'ambition allemande, il y a l'ambition du Royaume-Uni, et il y a aujourd'hui, sur la façade maritime française, des capacités industrielles qui peuvent être réutilisées, mais rien n'est certain. Alors les éoliennes en mer, comme les éoliennes en général, comme les panneaux solaires et comme toute activité humaine, ont évidemment un impact sur l'environnement. Je voulais simplement rappeler des choses qui sont publiées régulièrement par l'IPBES, qui est l'organisation internationale qui mesure le suivi de la biodiversité et qui identifie les principales atteintes. Donc la première, c'est les changements d'usage de la terre et de la mer. La seconde atteinte, c'est l'exploitation directe de certains organismes, la surexploitation, la surpêche, ce genre de choses. Et puis le troisième facteur, c'est le changement climatique. Or, quand on produit de l'énergie décarbonée, on, entre autres, essaie de lutter contre le réchauffement climatique. Donc on est une activité humaine, mais qui essaie de contribuer à réduire une des atteintes à la biodiversité. Et puis, on peut dire qu'en France, on a une émission de gaz à effet de serre relativement faible et que de la même façon, on respecte relativement la biodiversité, mais comme on est un pays où il y a peu d'industrie, on importe beaucoup de biens et services, ce qui fait que si on mesure les atteintes à la biodiversité importées, on est quand même en 5e position dans les grandes plaques mondiales, donc il ne faut pas négliger cette dimension. Le CER a publié avec France Renouvelable et France Énergie Marine un livret qu'on n'était pas obligé de faire parce que c'est un peu finalement accepter de mettre en avant des choses qui peuvent être reprochées à la filière et qui consiste à essayer de mesurer les effets sur l'environnement des parcs éoliens en mer à partir des activités, des activités humaines liées à l'implantation des parcs, de la mesure de l'identification de la pression qu'elles exercent sur l'environnement et de la façon dont le récepteur biologique, c'est-à-dire la biodiversité d'une manière générale, est affectée. Est-ce qu'elle est sensible à l'effet, est-ce qu'elle n'est pas sensible? Et ça permet d'identifier 13 pressions qui exercent qui ont un effet sur la biodiversité. Les 4 principales, c'est le changement d'habitat des espèces lié à l'implantation des éoliennes. Mais ça marche dans les deux sens, hein, le changement d'habitat, parce que ça peut aussi, les fondations des éoliennes peuvent servir de récif artificiel et amener des populations marines qui n'existaient pas avant. C'est évidemment les émissions sonores pendant les phases chantier, pas en phase d'exploitation. Les émissions électromagnétiques sur lesquelles on essaie de beaucoup travailler, et puis les collisions avec les oiseaux,
qui font l'objet d'un programme d'études. Il y en a un premier qui s'appelle Migralion, qui a été fait dans le golfe du Lion. Et il y en a un autre maintenant qui s'appelle Migratlan, et qui essaie de faire la même chose au niveau de l'Atlantique pour repérer les altitudes de vol des oiseaux migrateurs et essayer d'identifier les couloirs et éviter ces collisions au maximum. En matière de bilan carbone, les émissions de gaz à effet de serre ramenées au kilowattheure d'électricité produite. Vous avez le petit comparatif, ce n'est pas nous qui l'avons produit, c'est le ministère de la Transition énergétique. Évidemment, le nucléaire est l'industrie qui émet le moins de gaz à effet de serre en équivalent CO2 par kilowatt, suivi de très près par l'éolien terrestre. L'éolien posé, un petit peu plus, l'éolien flottant encore un petit peu plus, parce qu'il y a plus d'infrastructures à mettre en place entre les câbles et les flotteurs. Et puis après le photovoltaïque, et puis ensuite on passe dans une autre catégorie qui est les émissions de CO2 par la production fossile d'énergie. Donc en fait notre sujet à nous, c'est d'essayer d'éviter le plus possible les deux histogrammes de droite, et puis d'optimiser de combiner de façon optimale tout ce qui se trouve sur la partie gauche de ce graphique. Voilà ce que je voulais dire très rapidement sur la partie éolien en mer. Et comme il me reste, si mon compteur fonctionne bien, 3 minutes pour tenir les 3 quarts d'heure, je devrais pouvoir vous dire un mot de l'énergie hydrolienne qui exploite les courants de marée. Il y a 2 sites principaux en France qui ont été identifiés. C'est le Raz-Blanchard en Normandie et le Fromveur en Bretagne, avec à peu près 5 gigawatts possibles comme possibilité d'installation en termes de potentiel de puissance. C'est une énergie qui est évidemment 100% prévisible puisqu'elle est liée au courant de marée, donc au rapport entre la Lune et la Terre. Et elle a un impact environnemental minimal, pas vraiment de conflit d'usage. Et ces affaires que vous voyez à l'écran tournent assez lentement et donc ne présentent pas de risque par rapport à la faune. Il y a des technologies assez différentes. Il y a des choses qui ressemblent à des éoliennes, d'autres choses qui ressemblent à des pales un petit peu différentes. Le coût de production de cette électricité tourne autour de 100 € par mégawattheure hors raccordement à partir du moment où on aura développé 1 gigawatt. Et ça représente beaucoup d'emplois locaux. Pour le coup, c'est vraiment des filières qui sont très intégrées à l'échelle européenne et à l'échelle nationale. Donc aujourd'hui, on a 2 projets qui sont susceptibles d'être installés. Le projet qui est porté par Normandie Hydrolienne, c'est celle qui ressemble à des éoliennes. Et puis après, le projet Flowatt, qui lui a bénéficié d'une subvention qui a été attribuée par l'ADEME au titre de France 2030 et qui pourrait s'installer rapidement. Alors ces projets pilotes attendent maintenant que dans la prochaine PPE, il y ait des appels d'offres commerciaux pour qu'elles puissent commencer à se déployer. Donc nous, ce que nous avons proposé, c'était que dès 2027, on lance un premier appel d'offres 250 MW, et puis ensuite à partir de 2029. Et dans le projet de PPE, on voit écrit qu'un appel d'offres hydrolien de 250 MW sera lancé au Raz-Blanchard, avec un objectif d'attribution d'ici 2030, et puis qu'ensuite, selon les résultats, etc. etc. Donc il n'y a pas une grande appétence pour cette technologie, pour des raisons qui nous échappent un petit peu, puisque les subventions France 2030 qui ont été attribuées à l'un des 2 projets pilotes sont en partie des avances remboursables dont le contrat précise qu'elles seront remboursées sur les profits des projets commerciaux. Mais encore faut-il qu'il puisse y en avoir. Et je m'attarde 2 minutes là-dessus parce que ça montre la complexité dans laquelle on est aujourd'hui. Pour que la phrase ici s'appelle « Un appel d'offres de 250 MW sera lancé », figure dans le document mis en consultation, parce que jusqu'il y a 3 jours, c'était écrit « pourra être lancé », il a fallu qu'un président de région, ancien ministre de la Défense Hervé Morin, appelle le Premier ministre pour faire changer un conditionnel en futur. Donc ça fait partie des choses amusantes qui sont liées à notre politique énergétique, mais je pense qu'il y aura peut-être des questions là-dessus. Après l'hydrolien, qui a un potentiel qui n'est pas gigantesque, mais qui est loin d'être négligeable, l'énergie holomotrice, qui consiste à utiliser le potentiel des vagues. Il y a différentes technologies possibles. On estime qu'il y a un potentiel de 10 à 15 gigawatts, plusieurs projets pilotes. Aucun gigawatt, aucun mégawatt électrique n'est inutile si on se projette dans une société où l'électricité sera le support énergétique majeur. Ensuite, je dis un petit mot de l'énergie osmotique. Là, c'est un autre phénomène physique qui ne traite plus ni des courants, ni de la marée, ni des vagues, mais qui utilise simplement le différentiel de salinité entre l'eau douce et l'eau salée. Il y a un projet pilote qui est fait en partenariat avec la CNR, au niveau de l'embouchure du Rhône, à Port-Saint-Louis-du-Rhône, puisque là, il y a moyen de faire rentrer en contact assez facilement l'eau salée de la Méditerranée et l'eau douce du Rhône.
Donc c'est assez prometteur. Et enfin, je terminerai avec le SWAC. Sous cet acronyme anglo-saxon se cache en fait le Seawater Air Conditioning. Il y a quelques exemples. Il y en a un à La Réunion. Il y a l'exemple que j'ai évoqué ici, en Polynésie française, où toute l'électricité, ou enfin en tout cas une grosse partie de l'électricité est produite par des moyens thermiques qui sont importés en plus sur place. La question du refroidissement d'un équipement comme un hôpital public posait un vrai sujet écologique. Et il y a donc eu un projet d'équiper l'hôpital de Tahiti d'un système de climatisation par l'utilisation de l'eau de mer qui est puisée à 900 mètres de profondeur, à 5 degrés, et qui est amenée par des canalisations. Et ça fonctionne, puisque le projet a été mis en service en 2022. Voilà, Monsieur le Président, je crois que j'ai passé 46 minutes sur ce diaporama trop complet pour pouvoir être suffisamment pédagogique. Bravo et un grand merci de nous avoir parlé de souveraineté, des atouts français, de technologie, de prix de l'électricité, d'industrie, d'environnement. Donc il y a le choix pour les questions. Vous avez 2 micros ici. Alors, qui veut la première question? Là-haut, allez. Merci. Bonsoir monsieur et merci pour votre conférence. Donc, je suis Guillaume Muret, je suis élève en licence Histoire Sciences Po en 2e année et j'aurais une double question. C'est quid des terres rares nécessaires pour les éoliennes et pour toute la filière? Et aussi, une autre question par rapport à ça, c'est quel est le pourcentage de composants qu'on peut faire en France et qu'on peut installer en France? Je vous remercie. Alors, sur la question des terres rares, en fait, au sens du tableau de Mendeleïev, il n'y en a pratiquement pas. Après, il y a des ressources qui sont parfois compliquées à trouver, à commencer par le cuivre, qui n'est pas une terre rare, mais qui est un élément essentiel dans tout ce qui concerne l'électricité. Donc, il y a des sujets de recyclage. Aujourd'hui, il n'y a pas d'identification de manque de disponibilité pour la fabrication des éoliennes, d'une manière générale, en tout cas pas plus que sur l'ensemble des équipements électriques et électroniques. Bien évidemment, ça reste un sujet, c'est un sujet de souveraineté, c'est un sujet d'actualité également, puisque on voit que les propos du président américain sur le Groenland ou l'accord qui pourrait ou pas être signé avec l'Ukraine portent justement sur la capacité d'arriver à maîtriser ces ressources. Et votre autre question qui parlait sur le pourcentage de composants européens qui sont dans les éoliennes en mer, l'idée du règlement NZIA serait d'assurer, je le fais à grosse maille, mais au moins 50% de composants européens dans la fabrication des éoliennes. Il n'y a pas de raison d'imaginer qu'on ne puisse pas aller au-delà. En fait, le seul élément qui est vraiment compliqué à fabriquer en Europe, c'est l'aimant permanent dans l'éolienne. Je vais essayer de me lancer dans une explication, je ne suis pas sûr que je vais la maîtriser complètement pour vous expliquer ce que c'est que l'aimant permanent, mais disons que dans l'alternateur de l'éolienne, au lieu d'avoir 2 bobinages, un à l'intérieur et à l'extérieur, il y a un aimant d'un côté et un bobinage. Ça fait gagner beaucoup de poids dans l'éolienne. Et aujourd'hui, seule la Chine et quelques pays comme ça produisent des aimants permanents, mais tout le reste est fabricable en France. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est d'avoir 50% du CAPEX qui est européen. CAPEX, pardon, c'est les dépenses d'investissement. Bonjour, Pierre-Carl Esquint, ancien député européen. Donc j'ai voté NZIA et j'en profite justement pour vous poser une question. Au moment où on l'a adopté, c'est vrai que c'était un texte qui restait assez flou. Il était essentiellement d'ordre réglementaire. Il levait des verrous d'ordre réglementaire. Quant aux États-Unis, l'IRA américain était un programme de subvention. Vous avez commencé à aborder le sujet. Est-ce qu'aujourd'hui, ça sert à quelque chose? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des critères hors prix explicites dans les appels d'offres? Et pour aller plus loin, aujourd'hui, il y a sur la table au niveau européen le Clean Industrial Act, mais aussi demain aussi le Competitiveness Fund. Désolé pour tous les anglicismes épouvantables, mais enfin Bruxelles, c'est le globish. Voilà. Est-ce que NZIA, Clean Industrial Act, Competitiveness Fund sont susceptibles de permettre à l'industrie des éoliennes en mer européenne de trouver sa place par rapport à la concurrence chinoise notamment? Eh bien, je l'espère, sincèrement.
D'abord parce que l'industrie européenne de l'éolien, elle existe. On n'est pas comme dans le cas des panneaux solaires où il n'y avait plus rien. Elle existe. Donc la question, c'est de la préserver, c'est pas la recréer. Ensuite, je trouve que NZIA, effectivement, vous êtes bien placé pour le savoir, a été adopté à l'échelle de l'Union européenne en réaction à l'Inflation Reduction Act de Joe Biden. C'est un drôle de nom d'ailleurs, parce qu'en fait, c'est surtout un plan, une politique très protectionniste, en fait, des États-Unis. Et ça a marqué, je trouve, dans la construction européenne, un vrai changement de logiciel, au sens où, tout d'un coup, c'était plus les règles du marché qui dominaient, mais bien le début d'une politique industrielle. Alors évidemment, c'est pas aller assez loin, c'est mon sentiment. Mais regardons le bon côté des choses. C'est un premier acte qui a été posé. Quand je dis que ça va pas assez loin, c'est qu'en gros, mais vous me corrigerez si je dis une bêtise, le NZIA dit que à partir du moment où un pays détient plus de 50% de l'offre sur un marché mondial, on peut prendre des mesures pour restreindre son accès à la commande publique ou à la régulation publique. On aurait préféré que ça s'écrive dans l'autre sens. Par exemple, qu'on garantisse, et ça correspond à la question qui a été posée tout à l'heure, qu'il y ait au moins 50% de contenu européen dans les offres qui sont soumises à des marchés publics. Je pense que ça va évoluer parce que depuis le moment où le NZIA a été voté, le monde a beaucoup changé et très très rapidement. Il y a un texte d'application, un acte délégué dans le jargon bruxellois qui est en cours de finalisation. Et pour ce qui concerne l'éolien en mer, j'ai parlé tout à l'heure d'appel d'offres avec des numéros. L'appel d'offres numéro 9 et l'appel d'offres numéro 10 intégreront des critères de résilience de deux manières. Des critères dits d'éligibilité qui, de notre point de vue, sont les plus efficaces, c'est-à-dire que ne sont autorisés à concourir que les offres qui répondent aux critères du cahier des charges sur le plan du contenu local, pour le faire de façon simple. Et puis après, il peut y avoir des critères de notation qui permettent de pondérer les offres en fonction de leur niveau de contenu local. Mais cette deuxième version, elle est plus difficile parce que il y a moyen d'un peu tricher, enfin c'est pas très facile à compter, tandis que faire un critère d'exclusion, c'est l'élément le plus simple. Alors on a beaucoup milité pour ça, mais il faut que tout le monde accepte de jouer le jeu. Et puis, si à un moment donné ça conduit à réduire un peu la concurrence, parce qu'évidemment toutes ces règles de libre concurrence n'ont pas été faites par hasard, elles ont été faites pour essayer de tirer les prix vers le bas. Si on restreint la concurrence, on peut imaginer qu'il n'y a pas non plus énormément de constructeurs de turbines d'éoliennes en Europe, et que ça fasse un peu monter les prix. Et ça, c'est un argument qu'on entend beaucoup, mais vous allez créer un duopole, et donc vous allez faire monter les prix. Bon, moi, en même temps, je me dis qu'il y a quand même moyen de négocier des choses, on peut réguler tout ça, et que de toute façon, il vaut sans doute mieux avoir des éoliennes européennes que des éoliennes chinoises. Et d'ailleurs, l'actualité récente semble le démontrer, puisqu'aussi bien en Allemagne qu'au Royaume-Uni, il y a eu récemment des polémiques sur le fait de savoir si installer des éoliennes chinoises dans les grands parcs éoliens en mer ne posait pas quand même un peu un sujet de souveraineté, au-delà de simplement la souveraineté industrielle, de sécurité sur les approvisionnements énergétiques. Donc j'espère que ça va fonctionner. Merci pour votre... non. Bonjour monsieur. Je ne suis pas trop pêcheur, j'ai super bien compris votre exposé. Hein. Au contraire, je suis tout à fait pour les parcs éoliens et compagnie. Il faudra bien un jour que la transition énergétique fasse un petit peu partie d'une sorte de priorité nationale. Mais ce que je ne comprends pas, ou ce que je ne vois pas, ou ce que je n'ai pas la vision, c'est du monde maritime. Quand vous montrez les cartes Bretagne, Manche, Mer du Nord et compagnie, bon, bah, y a tous les cargos qui passent toutes les 5 minutes, je crois qu'il y en a 2000. Il y a le monde de la pêche, forcément. Et le monde ostréicole, il y a toute une économie qui marche là-dedans. Et ne pensez-vous pas que maintenant, avec les géopolitiques qu'il puisse y avoir, parce que la guerre, elle est aux portes de l'Europe, donc pensez-vous pas qu'avec les trucs géopolitiques, ça ne soit pas une cible supplémentaire? Déjà, dans le bout de la Hague, quand j'ai vu la carte, il y a déjà les 2 centrales nucléaires. Donc, plus les parcs éoliens, ne pensez-vous pas que ça fasse des cibles supplémentaires quoi, en Manche et en Bretagne? C'est ça qui m'inquiète un peu dans ce... Alors, en fait, il y a presque 2 questions dans votre question. La seconde, je dirais que c'est peut-être plus compliqué de faire sauter un parc éolien entier qu'une centrale nucléaire et qu'il vaut mieux quand même peut-être qu'on fasse sauter les éoliennes qu'une centrale nucléaire. Mais c'est vrai que c'est un sujet. On voit bien que la guerre en Ukraine, avec la centrale Zaporizhzhia, enfin, c'est les infrastructures énergétiques qui sont visées. Bon, donc je vous confirme qu'on a des discussions extrêmement complexes avec le ministère de la Défense sur les conditions de sécurité
autour de ces parcs, avec des choses qui sont assez rapidement relevant du secret défense. Enfin, c'est des choses qui sont compliquées, mais qui sont prises en compte. Après, évidemment, c'est une cible, mais d'un autre côté, tant qu'on a 60% de pétrole importé de pays qui peuvent décider de fermer le robinet, ça pose aussi un autre problème. Et la première partie de votre question, c'est simplement parce que j'ai été beaucoup trop vite avec des cartes insuffisamment détaillées, parce que évidemment que implanter des équipements de production d'électricité en mer, c'est ajouter un usage à des usages qui existaient déjà avant. Donc ça pose des conflits avec la pêche, avec la navigation commerciale, de plaisance éventuellement. Donc c'est des choses qui se discutent, notamment avec le comité des pêches. Pas toujours très facile, mais on essaie de se comprendre. Voilà. Maintenant, il n'y a plus aucun des parcs nouveaux qui se construira dans la mer territoriale. Tous les parcs seront à plus de 12 000 des côtes, mais quand je dis 12 000, en fait, c'est plutôt 20 dans la zone économique exclusive. Donc, sur le plan de l'armement de pêche, ça concerne un petit peu moins d'équipage que quand on est dans la mer territoriale. Et puis, il faut trouver une manière de tout concilier. J'ajoute aussi que, mais ça vous le savez beaucoup mieux que moi, qu'il y a des gros enjeux autour du verdissement de la flotte de pêche, de la restructuration de la filière, et qu'il y a aussi des discussions en cours pour savoir comment utiliser le produit de la taxe éolienne en mer pour aider la filière pêche à se restructurer. Voilà, c'est des discussions qu'on a, qui sont parfois musclées, mais je trouve respectueuses avec les organismes représentatifs de la filière pêche. Dans un même ordre d'idées, nous avions par écrit une question de M. Delon. Merci pour votre exposé. Cependant, vous n'abordez pas la pollution visuelle des éoliennes, exemple le parc se situant en face du Croisic et de la Baule. Par ailleurs, quid de la réduction des zones de pêche suite à leur installation? Moi, je ne vais pas parler de la question visuelle parce que c'est subjectif, au sens que ça se voit. Ça dépend aussi un peu de la météo. Et que les prochains parcs, de toute façon, seront à une distance qui les rendra peu visibles, sauf s'il fait vraiment très, très, très beau. Après, chacun a le droit d'avoir son opinion là-dessus. Et c'est une question de savoir comment on pondère d'un côté la dimension visuelle et de l'autre côté la sécurité d'approvisionnement énergétique. Chacun a son opinion là-dessus. Après, la façon de combiner ça avec les zones, notamment de pêche, il y a eu beaucoup de discussions là-dessus. Et par exemple, à Saint-Brieuc, le parc, après des discussions qui ont été tendues, a été développé en ensouillant complètement les câbles, de sorte qu'aujourd'hui, la pêche aux arts traînants est possible à l'intérieur du parc éolien. Et que je sache, après des débuts compliqués, aujourd'hui, l'activité pêche ne semble pas avoir été impactée, au contraire, par le développement de ce parc. Mais chaque emplacement a des problématiques spécifiques. Ce qui est certain, c'est qu'un parc posé permet de faire de la pêche aux arts traînants. Un parc flottant, non, parce qu'il a des câbles qui tiennent les flotteurs, et donc on ne peut évidemment pas faire passer des engins au milieu. Donc c'est un problème. Et quand je parlais tout à l'heure de la zone Bretagne Nord-Ouest, en fait, le sujet est un peu là. Parce que si on était à l'est de la zone, on pourrait être posé, mais on est dans le domaine des flux de bassin. Et si on va de l'autre côté, on fait du flottant. Et là, ça pose un problème à l'activité de pêche. Et donc c'est pour ça qu'il faut qu'on arrive à trouver une bonne solution. Oui, cela rejoint un peu la question que je voulais poser tout à l'heure, parce que vous avez un débat, je dirais, relativement optimiste sur le... Et je ne sais pas si vous vous rendez compte déjà de ce qui s'est passé avec les éoliennes terrestres. Au départ, elles nous étaient présentées comme un avantage extraordinaire, c'était écologique, etc. Et après, on s'est aperçu de la nuisance des éoliennes terrestres, et maintenant, plus personne ne veut une éolienne terrestre devant chez lui, ça c'est clair. Pour les éoliennes marines, la question que je pose, c'est d'abord, je rappelle que la France est un des premiers pays touristiques au monde. Je crois qu'on a 80 millions de touristes chaque année, et en particulier sur nos côtes. Alors la première question, et je voudrais que vous soyez très précis là-dessus, c'est est-ce qu'elles seront visibles, est-ce que ces parcs éoliens seront visibles depuis la Terre? Et deuxièmement, est-ce qu'ils clignotent la nuit? Parce que quand on a un mur qui clignote la nuit à la place des visions qu'on avait auparavant, ça change tout. Deuxièmement, qu'en sera-t-il du trafic maritime? On a eu l'échouage de la Moco Cadix, on a eu l'échouage de notre bateau au large. Il y a un trafic maritime très intense le long de nos côtes. Que se passera-t-il en cas de grand mauvais temps? C'est un risque pour la navigation marine. C'est un risque aussi au niveau de la pollution, parce qu'il y a des produits toxiques pour assurer la lubrification de ces éoliennes. Et enfin, je dirais, le trafic incessant pour des bateaux qui seront nécessaires pour la surveillance, je dirais, des éoliennes, pour qu'elles fonctionnent bien, etc., pour la maintenance. Et puis, que pensez-vous du fait qu'en Allemagne,
Ils n'ont plus voulu de nucléaire pour des raisons avec les écologiques. Et ils ont maintenant transformé toute leur installation électrique avec beaucoup d'éoliennes. Et ce que disent beaucoup de spécialistes, en particulier des ingénieurs, parce qu'on n'entend pas beaucoup les ingénieurs, c'est que quand on met un parc éolien, il faut à côté le mixer avec une production d'électricité soit à charbon, soit à gaz, parce que de temps en temps, il se trouve qu'il n'y a pas de vent. Donc les éoliennes ont d'énormes aussi inconvénients que vous avez un petit peu édulcorés, je dirais, dans votre... Sinon, votre exposé était très intéressant et je vous en remercie. Oui, mais merci pour ces nombreuses questions. Moi, je suis d'un naturel optimiste, mais je n'essaie pas de transformer la réalité. Après, chacun, effectivement, a son opinion et puis pas eu le temps de détailler tous ces aspects. Mais je vais aller au mois de mai en Nouvelle-Aquitaine inaugurer un parc éolien d'une vingtaine d'éoliennes terrestres qui a été développé par un regroupement de collectivités locales sans un seul recours déposé. Ce qui veut dire qu'il y a quand même des gens qui acceptent d'avoir des éoliennes terrestres. Je pense que ça dépend beaucoup de la manière dont le projet est amené, quelles sont ses retombées locales et la façon dont la population est associée à tout ça. S'agissant des éoliennes en mer et de l'impact sur le tourisme, si vous allez à Saint-Nazaire, mais je pense que c'est maintenant le cas aussi à Saint-Brieuc, et ça l'est sans doute également à Fécamp, il y a des navettes qui, l'été, transportent des touristes pour aller visiter les parcs qui font figure d'attraction. Les parcs, aujourd'hui, sont déjà visibles. Saint-Brieuc, Fécamp, Saint-Nazaire, vous pouvez aller les voir. Il y a des moments où on les voit très fort, les moments où on ne les voit pas beaucoup. Ça dépend beaucoup de la luminosité en mer. La question du balisage, c'est une vraie question. C'est un sujet qu'on essaie de discuter avec les militaires en leur disant « Mais pourquoi est-ce que vous voulez absolument que le balisage nocturne des éoliennes fonctionne en permanence ? Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas les transpondeurs qui sont sur les aéronefs pour ne déclencher le balisage qu'à l'approche d'un aéronef ?» Alors la réponse des militaires, c'est de dire « Oui, mais vous comprenez, nous, on a des vols secrets, et donc on ne veut pas qu'un vol secret soit révélé par l'allumage intempestif des éoliennes. » Donc moi, il m'a semblé que, de toute façon, les militaires, quand ils font des vols secrets, ils savent où il y a des champs d'éoliennes, et donc ils sont, à mon avis, capables de les éviter. Puis surtout, je pense qu'ils n'utilisent pas de transpondeur. Donc de toute façon, enfin en tout cas, ils les utilisent autrement. Donc voilà, j'espère qu'on va y arriver, parce que ça vaut aussi bien pour les éoliennes terrestres que les éoliennes en mer, cette question. Pour avec le trafic maritime, et vous avez raison d'insister, parce que il n'y a pas que les parcs éoliens en mer. Hein. On a vu récemment qu'un pétrolier à l'ancre n'était pas exempt d'une collision avec un autre navire. Donc c'est des choses qui peuvent arriver. La règle aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas installer un parc éolien en mer à moins de 10 000 nautiques du rail de navigation, enfin dans les zones à fort trafic, et avec des dispositifs de sécurité qui sont en général assez bien rodés. Et dans les discussions qu'on a avec les préfets maritimes, la question qui est en train d'être travaillé, c'est le fait d'ajouter une ou deux abeilles à remorqueurs de haute mer en plus pour assurer la sécurité en mer. C'est évidemment un point important. Et puis la dernière question que vous avez posée, elle renvoie plus globalement au choix des mix énergétiques. L'Allemagne avait fait un choix d'assurer son approvisionnement énergétique avec du gaz russe pas cher. Bon, elle a fallu qu'elle change brutalement. Donc évidemment que l'alimentation électrique par les éoliennes et les panneaux solaires, ça ne suffit pas. En France, on est dans une situation très différente puisqu'on a également du nucléaire et qu'avec un pilotage intelligent du réseau électrique, on peut arriver à combiner toutes ces ressources. C'est bien l'avantage qu'a la France en matière d'électrification. Maintenant, les Allemands ont, semble-t-il, envie de relancer un bout de programme nucléaire. Et comme ça va prendre un certain temps, les Français pourront vendre de l'électricité nucléaire ou autre d'ailleurs, parce que l'électron n'a ni couleur ni odeur, aux Allemands. Et je pense que tout le monde s'en portera pas trop mal. En tout cas, il y a évidemment un sujet de gestion du réseau, mais il y a des solutions pour le faire. Ça s'est posé quand on a commencé à développer le parc nucléaire, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on a inventé les STEP, qu'on a inventé les chauffe-eau électriques, les compteurs jour-nuit, pour arriver à faire du pilotage de tout ça. C'est le problème global de l'électricité, qui ne se stocke pas très bien, et pour lequel il faut assurer l'équilibre offre-demande en permanence. De ce point de vue, la France est plutôt mieux placée que d'autres pays. Oui, bonjour. Merci pour votre présentation. Vous avez évoqué tout à l'heure les aimants permanents. Sans aimants permanents, il n'y a pas d'éoliennes. Sans dysprosium, néodyme et autres terres rares venant de Chine, exclusivement, il n'y a pas d'aimant permanent. Donc, d'un point de vue souveraineté, vous avez aimé l'OPEP, vous allez adorer la Chine. Premier point. Deuxième point, l'Europe veut lancer ce qu'on appelle la CS3D, c'est-à-dire le devoir de vigilance. C'est-à-dire que les entreprises sont obligées de vérifier que tous leurs fournisseurs depuis l'amont sont compatibles
compatible avec ce qu'on appelle l'ESG, environnement. Pardon, tout ce qui est donc la C3S, toute la chaîne de production doit satisfaire à des conditions ESG, en particulier donc environnementales, sociétales, de gouvernance. Comment peut-on réconcilier les énergies renouvelables, sachant qu'on a besoin des terres rares en particulier, même du cuivre et compagnie, et cette règle, alors que l'on sait que pour obtenir des terres rares, il faut d'abord concasser des milliers de tonnes de roches, il faut faire de la lixiviation qui nécessite énormément d'eau, il faut ensuite tout raffiner. Je ne comprends pas bien, vous voyez, cette antinomie entre les énergies renouvelables et la C3S. Et d'autre part, une petite remarque sur les chiffres de RTE. Quand on donne un facteur de charge pour le nucléaire de 70%, dans tous les autres pays, on est au-delà de 90%, mais il y a un effet du merit order, puisque le nucléaire a été designé pour faire du baseload, alors qu'il est utilisé en yo-yo, puisqu'on donne la priorité via le merit order. Donc, de facto, vous voyez la chaîne. Mais si on travaillait avec le nucléaire tel qu'il a été designé, on serait au-delà d'un facteur de charge au-delà de 90%. Alors là, on rentre dans des débats techniques. Oui, non, mais moi, je pourrais discuter avec vous longuement de ces questions. Le nucléaire français, la France est le seul pays européen, le seul pays mondial qui utilise du nucléaire autrement que pour faire la base. Et depuis que le parc nucléaire a été développé, se pose cette question de la modulation, que l'intégration d'énergie renouvelable dans le réseau avec une demande d'électricité qui à court terme ne décolle pas beaucoup a amplifié. Mais ça reste un sujet du parc nucléaire français qui a toujours existé. Et c'est la raison pour laquelle, je l'évoquais tout à l'heure, on a développé beaucoup de moyens de flexibilité. Ce serait plus simple de gérer un parc nucléaire qui ferait que 25% de la production avec d'autres moyens complémentaires. Maintenant, quand c'était l'OPEP qui produisait du pétrole, finalement, ça allait encore à peu près parce qu'ils avaient aussi besoin de gens qui leur achètent le pétrole. Donc on a un petit rapport de force. Moi, j'entends ce que vous dites sur les terres rares, les matériaux, les dégâts à l'environnement liés à leur extraction. Mais si c'était que les énergies renouvelables qui étaient soumises à cette problématique, l'automobile, je ne pense pas non plus que la construction d'une centrale nucléaire soit exemple de tout ça, toute l'électronique, tous les produits de consommation qui font quand même notre quotidien, aujourd'hui, reposent sur des ressources finies, physiques, qu'il faut extraire de la planète. Et ça pose une question bien plus large que la question des énergies, de l'énergie en général. C'est comment on fait pour assurer ces ressources. En tout cas, pour l'instant, tout notre système, il repose sur l'extraction d'une ressource qui est peut-être pas rare, ou moins rare que ce qu'on a cru qu'elle allait être à un moment donné, qui sont les ressources fossiles, mais dont et l'extraction et l'utilisation ne vont pas s'en poser quand même des sérieux problèmes d'équilibre à la planète en prenant du gaz carbonique enfoui pour le renvoyer dans l'atmosphère, sans parler des dégâts que ça peut poser par ailleurs, comme l'exploitation du gaz de schiste. Donc je crois qu'il n'y a aucune solution qui est idéale, mais je ne pense pas que les énergies renouvelables soient plus que d'autres soumises à des contraintes liées à ça. Quant à la C3S et la CSRD, qui sont les normes européennes de due diligence et de contenu carbone, voilà, on a milité pour qu'elles soient simplifiées, mais pas du tout pour qu'on les supprime, et ça me paraît quelque chose d'important pour qu'on vérifie un petit peu d'où viennent les différents composants des produits qu'on fabrique chez nous, et ça pourrait conduire d'ailleurs à rapatrier une partie des productions sur le continent européen. Oui, moi je suis interpellé par ma facture d'électricité. Quand vous regardez en page 4 un truc qui est marqué en tout petit, vous constatez que l'électricité produite par EDF sur l'année 2023 vient à 85% à peu près du nucléaire. À peu près 13% est regroupé sous le vocable renouvelable. Mais il y a une petite parenthèse qui dit que sur les 13%, il y en a 9 qui viennent de l'hydraulique. Et donc, ça veut dire que les investissements quand même très significatifs qui ont été faits en bousillant le pays avec des éoliennes terrestres partout, ça produit 3 fois rien. Donc moi, ça m'inquiète beaucoup et je trouve qu'il y a un manque de réflexion au niveau des PPE. Je pense qu'elles sont quand même très politisées. Merci. Les PPE, par définition, sont politiques, puisque c'est justement un acte de programmation et de construction de notre avenir énergétique. Oui, mais de temps en temps, on pourrait demander l'avis d'ingénieurs, ça ferait peut-être pas de mal. Mais on demande, je pense qu'il y a beaucoup d'ingénieurs qui s'expriment et qui ont beaucoup de moyens de le faire. Il y a aussi des citoyens, il y a beaucoup de gens qui s'expriment au travers de tout ça.
Et la PPE qui vient d'être mise pour la dernière fois à la consultation du public, les premiers éléments ont été discutés sur la base d'une proposition concrète qui a été faite par le ministère de la Transition énergétique début 2023. Donc il y a déjà eu 2 consultations autour de ce document, un débat public. Maintenant, je conçois qu'on puisse ne pas être d'accord sur tout ça. Je vais juste faire remarquer qu'en 2022, il y a eu un incident sur le parc de centrales nucléaires, un incident qui s'est appliqué en série sur la corrosion sous contrainte, ce que personne ne souhaite, mais que là, on s'est tout d'un coup rendu compte de la difficulté à laquelle on pouvait être confronté quand il y avait un déficit d'électricité, puisque brutalement, la France, qui est historiquement exportatrice, s'est retrouvée à devoir importer de l'électricité et que ça a déstabilisé la totalité du marché européen de l'électricité. Donc, évidemment que si on ne se projette pas dans l'idée que demain, il faudra beaucoup d'électricité dans notre mix énergétique pour se décarboner, il n'y a pas besoin de construire des capacités de production d'électricité en plus. Pas plus d'éoliennes que de panneaux solaires, même que de réacteurs nucléaires. En tout cas, au-delà de ce qu'il faut pour remplacer le parc existant, dont on peut sans doute encore prolonger assez longtemps la durée de vie. Mais si par contre on se projette vers l'idée qu'il faut beaucoup plus d'électricité parce que c'est la condition pour se débarrasser du gaz, du pétrole, si on croit à ça, ce qui est, personne n'est obligé de faire, mais si on a envie d'atteindre cet objectif, et les éléments de souveraineté qui vont avec, alors ça passera principalement par l'électricité. Et ce qui est certain, c'est que la production d'électricité nucléaire ne suffira pas à répondre à la totalité de ces enjeux. Maintenant, chacun son opinion et chacun son analyse technique de tout ça. C'est ce qui est intéressant à faire quand on débat de ces questions. Juste une remarque. Le problème de corrosion dans les centrales EDF, il y a des études en cours qui apparemment tendraient à prouver, mais ça reste à prouver. Il tendrait à montrer que cette corrosion sous contrainte est liée au phénomène de yo-yo, de l'utilisation des centrales en yo-yo. Alors, cher monsieur, cher monsieur, je ne sais pas d'où vous tenez cette information, mais je vous invite à la vérifier. Mais c'est pour ça que je dis à vérifier, et c'est parce que vous avez une succession en fait, de régimes transitoires. Écoutez, nous ne sommes pas là pour une discussion sur le nucléaire. Merci. J'ai une question de M. Catoire. Attendez, c'est de M. Catoire, je crois. Non. Attendez, ça a bougé. De M. Mauriac. Quelles sont les politiques nationales d'attrait pour ces filières et les formations associées? Le sujet... Comment est-ce qu'on incite les jeunes à venir vers les métiers? En faisant ça, en essayant de parler à des étudiants, en faisant connaître... les enjeux de l'énergie. En fait, le secteur a une difficulté, comme tous les secteurs industriels, c'est que l'appétence pour les formations qui amènent à des métiers industriels a beaucoup diminué, parce que pendant longtemps, on a pu considérer que c'était un axe de développement stratégique de notre pays. Mais il y a des campagnes de sensibilisation, de formation. Le nucléaire l'a fait pour son réinvestissement, puisqu'il y a un sujet de maintien des compétences et de redéveloppement de la filière. Et c'est la même chose dans le domaine du renouvelable, même si ça concerne des métiers plus variés qu'on peut retrouver dans d'autres domaines. Mais moi, j'ai juste envie de dire aux gens qui sont en études, quel que soit le niveau, qu'il y a du boulot pour tout le monde, et que tant qu'on sera dans une stratégie de transition énergétique, c'est-à-dire cherchant à substituer autre chose qu'au gaz et au pétrole, quelque chose de décarboné, il y aura beaucoup de boulot parce qu'il va falloir faire beaucoup de construction d'infrastructures et d'exploitation également. Merci. Voilà, je pense qu'il faut rester optimiste. Alors c'est vrai que nos politiques ont été dramatiquement coupables et ils ne se sont pas dénoncés, ils n'ont pas été sanctionnés sur l'atome, puisque pendant 40 ans, ils ont saccagé le moral des jeunes sur l'investissement dans l'atome. Heureusement, d'ici 20 ans, et c'est là où peut-être vos projections sont difficiles à faire sur 30 ans, puisque vous avez 2 choses qui nous arrivent. Premièrement, la Moselle, avec son hydrogène, un réservoir d'hydrogène hallucinant qui vient d'être découvert. Et deuxièmement, la fusion de l'atome, qui est au fond l'exploitation des systèmes qui réalisent le Soleil, la fusion atomique, et non pas la fission. La fusion atomique va être de l'énergie gratuite à volonté. Voilà. Donc, c'est bien, nous resterons optimistes. Voilà. Bonne soirée. Alors, je ne suis même pas sûr qu'elle soit renouvelable complètement. Mais en tout cas, l'hydrogène, je sais qu'il y a l'idée qu'on est assis sur des ressources considérables d'hydrogène fossile. La question est de savoir de quelle manière on peut l'exploiter, mais si c'est possible, tant mieux. Ce n'est pas la même chose que d'extraire du CO2. Après, ça restera fini parce qu'il y a une réserve. Bon. Mais je pense que ce sera une telle échéance qu'on se dira on va laisser ça aux générations futures. Et alors la fusion, vous tombez très bien à poser cette question parce que j'ai longtemps travaillé en Provence-Alpes-Côte d'Azur et donc j'ai beaucoup bossé sur le projet ITER, qui est le projet international
réacteurs de fusion, avant que ça produise de l'énergie gratuite, je pense qu'il y en a encore pour un bon moment, même si sur le plan de la recherche, c'est tout à fait fascinant comme mécanisme. Pour l'instant, on en est à essayer d'avoir quelques minutes de réaction positive, c'est-à-dire produisant plus d'énergie que ce que ça en a consommé. Donc il faut aborder ça avec prudence. Maintenant, vous avez vu les Allemands qui ont mis ça dans leur accord de gouvernement avec l'idée d'essayer de produire un réacteur de fusion dans un délai très court. Voilà, je pense que je ne suis pas technosolutionniste, mais je crois dans la capacité de la science, de l'ingénierie à trouver des solutions à des problèmes qui, à un moment donné, paraissent un peu insolubles. Et il ne faut surtout pas lever le pied sur tout ça, parce que... Voilà. Et puis il y a un autre sujet, mais là je m'éloigne de ma question, qui mériterait aussi beaucoup d'investissement et de recherche, c'est qu'est-ce qu'on fait des déchets nucléaires des centrales actuelles, qui sont quand même un cadeau qu'on laisse dans les sous-sols de notre territoire, comme dans les autres pays qui ont des centrales. Il y a un petit bouquin qui a été fait là-dessus. Les hommes préhistoriques nous ont laissé les dessins, les peintures rupestres, et nous on laissera des déchets à haute durée de vie. Ce serait bien qu'on trouve aussi une solution pour tout ça. On fera un bilatéral sur le nucléaire si vous voulez. Allez-y, madame. Allez-y. Bonsoir, je vous remercie beaucoup pour cette conférence. Alors moi, je suis un petit peu plus optimiste parce que j'entends parler, enfin étant jeune, j'entends parler de l'éolien depuis un bout de temps. C'est pas très nouveau. On a beaucoup évoqué vous êtes revenu plusieurs fois sur notre dépendance énergétique à des pays comme la Russie ou la Chine, et vous avez parallèlement évoqué le développement des énergies renouvelables et l'objectif que se sont fixés un certain nombre de pays en Europe, notamment par des grands accords. Est-ce que vous pensez que le développement global en Europe de ces énergies renouvelables, et donc entre autres du coup de l'éolien, pourrait à long terme en fait permettre de réduire la dépendance à des pays étrangers tels que la Russie ou la Chine, avec cette coopération accrue, puisque plusieurs pays se développant peuvent se développer ensemble et par le biais de coopération économique notamment? Merci. Oui, absolument. Moi, j'y crois. Je crois qu'il faut qu'on y croie. Être autonome, ça ne veut pas dire être indépendant non plus, mais ça veut dire ne pas être dépendant à un niveau tel qu'on ne peut pas faire autrement que cette dépendance. Je pense que sur le plan de l'énergie, on peut y arriver. Je pense que l'espace européen est à la fois un très très grand marché, plus grand que celui des États-Unis. C'est aussi sur le plan de l'énergie, et notamment de l'énergie électrique, un très grand réseau qui va finir par être totalement intégré, sur lequel on peut faire beaucoup de choses. Je pense que la science et l'ingénierie peuvent amener des solutions à la gestion des questions de flexibilité, et que oui, on peut arriver à une autonomie énergétique, on va dire, suffisante pour ne pas se retrouver pris en otage de grandes puissances. Pour l'Europe, c'est quand même un sujet qui est fondamental, parce que le risque de se retrouver comme la succursale des grandes puissances du monde n'est pas du tout négligeable. Il y avait encore une question là? Oui. Bonsoir, Tristan Marot-Desgrottes, étudiant en deuxième année d'histoire-géographie. Alors, je voulais simplement vous poser une question à propos de la durée de vie des éoliennes en moyenne et notamment du socle sur lequel elles reposent. Est-ce que ça ne peut pas poser un problème de recyclage ou oui, ou simplement oui, de renouvellement, d'entretien? Eh bien, pour la partie éolienne en mer, on manque un peu de recul, mais il y a des parcs qui ont plus de 20 ans d'existence, qui ont été démantelés pour faire regarder un peu dans quel état étaient les machines. Ils ont plus été démantelés parce que la technologie a beaucoup évolué et que ça vaut la peine de les remplacer par des choses plus performantes. Mais je pense que les parcs éoliens qu'on fait en ce moment ont une durée de vie probable d'une 40aine d'années. Ensuite, c'est du béton ou de l'acier qu'il faut retirer et les sommes nécessaires au démantèlement sont provisionnées par les développeurs au moment où ils sont attributaires du marché. Ils sont obligés de provisionner ces sommes. En matière de recyclabilité, ce sont des choses assez classiques. Après, il y a les pales d'éoliennes qui font l'objet de beaucoup de discussions sur la recyclabilité, surtout les plus anciennes, parce qu'au fond, c'est de la fibre de verre, comme les coques de bateaux de plaisance. Mais quand je dis ça, on voit que ce n'est pas le seul domaine dans lequel il y a un problème de recyclabilité. Il y a des filières de recyclage qui sont en train de se développer, et les dernières générations de pales d'éoliennes sont faites d'une manière qui permet de mieux séparer les différents composants de la fibre de verre pour faciliter le recyclage. Et il y a déjà des normes qui imposent 90% de recyclabilité sur une éolienne. À la fin, ce qui ne peut plus être recyclé dans les pales, elles sont broyées, mais comme les coques de bateau d'ailleurs, et ça sert de combustible pour des besoins de chaleur dans l'industrie ou des choses comme ça.
Bonsoir, merci pour la conférence. Petite question, est-ce qu'on a une opportunité, on aurait une opportunité sur la mise en place d'éoliennes, notamment sur les DOM-TOM ou départements d'outre-mer? Alors, si vous parlez d'éoliennes en mer, je suppose. Oui, tout à fait. La question, le point bloquant, c'est la taille du marché, en fait, c'est-à-dire le besoin de consommation d'électricité qui justifie l'investissement et qui permet d'amortir l'investissement. Et il y a un deuxième sujet qui est la question des cyclones et des questions météo qui peut aussi poser des difficultés, même si il y a des éoliennes terrestres, notamment aux Antilles. Il y avait même certains modèles qui se repliaient presque automatiquement au moment où les vents arrivent de façon un peu trop forte. Mais c'est surtout la question du marché, enfin de la demande d'électricité sur ces territoires qu'on appelle des zones non interconnectées et où il n'y a pas énormément d'habitants, si on compare ça avec les zones qui sont alimentées en Europe continentale. Voilà, c'est surtout ça le point déterminant. Parce que sinon, il y a un facteur vent très intéressant, bien sûr. Et en faire des zones de production d'hydrogène? Alors ça, la production d'hydrogène par électrolyse de l'eau, ça peut se faire partout où on a de l'eau et de l'électricité. Alors, il y a eu un moment beaucoup d'espoir autour de l'hydrogène que tout le monde a utilisé un peu à toutes les sauces, comme si ça allait devenir la solution miracle. Moi, je ne suis pas assez compétent techniquement, mais à ce stade, je ne suis pas certain qu'un électrolyseur au pied d'une éolienne ait suffisamment de performance pour que tout ça ait un sens sur le plan économique. Par contre, qu'il y ait des électrolyseurs à proximité, à terre par exemple, mais pas loin du point d'atterrage d'un raccordement de parc, ça peut avoir un sens, comme on a aussi pensé les faire à côté des centrales nucléaires, justement pour que, quand elles ne sont pas appelées sur le réseau, l'électricité puisse être utilisée à des fins d'électrolyse. Ça, oui, ça a sans doute du sens, mais n'oublions pas qu'il faut de l'eau. Il ne faut pas que de l'électricité. Mais c'est évidemment un point important, oui. Non, ça ne marche pas, mais... Oui, j'avais quand même très envie de vous poser cette question, même si elle est très politiquement incorrecte. Pensez-vous sincèrement, en égard aux sommes considérables qui vont être dépensées finalement pour produire des énergies renouvelables, que ça va changer quoi que ce soit, je dis bien quoi que ce soit, au climat, à la température du globe? Ça, c'est vraiment une question qui m'intéresse beaucoup parce que tout est basé là-dessus. Outre bien sûr le fait qu'on diminue la pollution, ça je veux bien. Mais est-ce que sincèrement vous croyez que ça va changer quelque chose au climat ou que ça ne va rien changer du tout? C'est pas possible. Si vous m'obligez à répondre par oui et par non, je vais répondre oui. Mais c'est la question des efforts marginaux que les uns et les autres sont prêts à faire. Et n'oublions pas que ce qu'on ne produit pas chez nous revient à exporter des émissions de CO2 et des atteintes à la biodiversité. Et puis, de toute façon, je veux vous rassurer, même si on pense que ça n'a aucun effet sur le climat, ce qui est beaucoup plus mesurable, c'est que ça aura un effet sur la souveraineté, quel que soit nucléaire ou électricité. Donc, ne serait-ce que pour cette raison, finalement, le climat sera sauvé par les enjeux d'indépendance stratégique. Enfin, si en tout cas, on a envie de s'en débarrasser. Merci. Dernière question. Ça marche, là? Oui. Oui, je suis un peu... Merci de votre exposé. Je suis un petit peu surpris parce que vous avez indiqué le passage de 1600 TWh à 900 entre 2021 et 2050 serait composé pour 40 à 50% par de la sobriété, c'est-à-dire de la diminution. Et est-ce que vous pensez que c'est économiquement compatible avec l'idée de croissance dans la mesure où toute croissance nouvelle entraîne des unités d'énergie nécessaires pour se produire? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est que j'ai entendu dire qu'après les centaines de milliards dépensés par l'Allemagne, à cause de l'intermittence des énergies renouvelables, on était à une production de gaz à effet de serre égale ou supérieure aux chiffres d'avant la fabrication, le coût économique de ces énergies renouvelables. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Alors, je vais commencer par la deuxième question, parce que ça me permettra de terminer par la première qui ira sur une note plus philosophique, on va dire. En fait, ça dépend à quel moment on fait la mesure en Allemagne. L'Allemagne a été obligée d'arrêter brutalement d'utiliser du gaz russe compte tenu de ce qui s'est passé en 2022 et a dû rallumer des centrales au charbon. Donc ça a provoqué un pic d'utilisation de charbon qui est passé maintenant puisqu'on est revenu à la situation d'avant-guerre.
Maintenant, c'est certain que la décision qu'a prise l'Allemagne d'arrêter son parc nucléaire, la priver d'une production électrique décarbonée, c'est un choix qui appartient aux Allemands, qui a été pris après l'incident de Fukushima. Voilà, chacun, ils en avaient fait un autre choix. Bon, après, ça a nécessité ça, mais je pense qu'ils sont en train de rééquilibrer leur système. Sur la première question, elle est très philosophique. La Terre, et puis c'était mon sujet de thèse en plus, est-ce que notre planète est capable de supporter une croissance sans fin? C'est une vraie question. Donc dans le graphique de RTE avec 40%, il y a des efforts de sobriété en termes de je veux moins consommer parce que je vais faire des efforts pour ne pas consommer ce qui n'est pas strictement utile. Mais il y a aussi des efficacités. L'exemple que j'aime bien prendre, et je m'arrêterai là-dessus, même si je ramène le sujet à un tout petit truc, si je compare une voiture électrique et une voiture thermique, au kilomètre parcouru, la consommation d'énergie du véhicule électrique est 3 fois moins forte que celle du véhicule thermique, uniquement à cause du rendement du moteur. Un moteur thermique, les 2/3 de la puissance se dissipent sous la forme de chaleur. Dans un moteur électrique, quasiment la totalité de la puissance est transmise aux roues. Voilà, donc ça, c'est une façon de faire la même chose en consommant 3 fois moins. Bon, il faut quand même produire l'électricité qui alimente la voiture. Voilà, mais c'est une vraie question et j'aimerais bien avoir la réponse, mais je ne l'ai pas. Ou alors si je la cherche, j'arrive à une évidence. C'est que si je me préoccupe de mes arrière petits-enfants, peut-être j'en ai déjà dit un de trop, faut leur dire il faut arrêter tout. Hein. Mais bon. Voilà, merci infiniment. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour une étonnante réalité, un quart du sport français est nautique. Et puis, je voudrais dire un grand merci à Jules Nyssen de nous avoir expliqué comment l'éolien en mer peut et doit contribuer à la nouvelle frontière énergétique pour l'Europe. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Super. Super, non.